santé sur le numérique. Nous avions l'habitude d'organiser ce webinaire plus tôt le soir et nous testons ce nouveau créneau horaire qui, j'ai l'impression, quand même rencontre aussi du succès en termes de participants. Et donc, nous avons donc trois sujets à l'ordre du jour sur un format d'1 heure et l'objectif, c'est qu'on ait, après le temps de présentation, un temps d'échange et de questions ensemble sur ces trois thèmes. Et donc, je laisse la parole aux intervenants sur les trois sujets du jour. Merci Clément, je vais prendre le relais. Donc Laurent Couture, je suis référent des organisations coordonnées, référent e-santé à la CEVAM de l'Essonne. Donc je vais co-animer cette session avec Madame Bénard Tatiana, qui est infirmière au CHSF. Donc sur l'ordre du jour qu'on vous propose aujourd'hui, on a effectivement l'application carte vitale. Ça nous semble important de parler de l'application carte vitale qui a été généralisée France entière en mars 2025. L'utilisation de l'ordonnance numérique, alors on a déjà présenté l'ordonnance numérique, là on est vraiment sur les nouveautés qui sont induites par notamment les produits d'exception qu'on doit utiliser maintenant, notamment la codéine, et la présentation de l'outil Pixacare qui sera fait par Madame Bénard Tatiana. Voilà, c'est un webinaire à peu près de 3/4 d'heure, 50 minutes, sans compter vos questions. Donc n'hésitez pas à nous interrompre même au cours de la présentation pour poser toutes vos questions comme habituellement. Alors sur la première slide, donc sur l'application carte vitale, donc l'application carte vitale donc constitue donc c'est sur la slide d'après, voilà, une alternative numérique à la carte physique sous la forme d'une application sur smartphone. Donc elle est disponible sur Android et iOS, donc sur Apple, et c'est un service tout simplement supplémentaire qu'on propose aux assurés. Elle ne vient pas remplacer la carte physique, c'est vraiment un service supplémentaire. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous montrer, c'est que c'est plutôt un outil qui va être utile pour la facturation. Et puis il y aura effectivement dans un second temps, peut-être en 2026, ça sera une porte d'entrée sur d'autres services, notamment utilisables comme un serveur d'identité, on verra ça. Donc les avantages. Donc j'ai repris chaque avantage aujourd'hui. Donc aujourd'hui les avantages qui sont déclinés, après on verra demain. Donc le premier avantage pour ceux qui ont activé l'activation carte vitale, donc pour les assurés qui l'ont activé, eh bien, ça minimise tout simplement l'impact des pertes ou d'oubli de la carte physique, puisque les deux constituent, comme je vous l'ai dit, les deux sont utilisés en même temps. Enfin, en même temps, ils perdurent en même temps. Et donc en cela, vous avez plus de chances de réaliser un flux sécurisé. Et comme vous savez, en flux sécurisé, vous avez la garantie de paiement. Donc vous aurez finalement moins de papier à remplir avec un outil supplémentaire pour réaliser du flux sécurisé. Deuxième avantage et non des moindres, c'est que l'INS est déjà qualifié. Donc l'identification nationale de santé qui vous permet de partager de la donnée de santé, eh bien avec la carte, avec l'application carte vitale, eh bien vous pourrez effectivement, l'application carte vitale étant un fournisseur d'identité, elle va qualifier directement l'INS dans votre logiciel. Ça veut dire que vous n'aurez pas à demander les pièces d'identité dès lors que vous passez par l'application carte vitale, puisque l'identité de votre patient, de votre assuré, sera directement authentifiée par la CNAM. Autre point important, c'est qu'il y a un accès systématique au service des droits adhérés. Donc l'application carte vitale, vous n'avez pas les droits de l'assuré dans l'application carte vitale, mais ils viendront être utilisés directement dans les bases de l'assurance maladie, recherchés dans les bases de l'assurance maladie, ce qui bien sûr va minimiser le nombre de rejets de facturation. Quatrième point, ce sont des mises à jour qui sont automatiques. L'assuré n'aura pas besoin d'aller dans une borne en pharmacie ou à l'assurance maladie pour mettre à jour sa carte vitale physique, puisque l'application carte vitale, elle, se met à jour automatiquement tous les jours en fonction effectivement de l'usage qu'on en fait. Puis bien sûr, comme ça vaut, on va exactement reprendre les mêmes fonctionnalités que la carte physique, et bien avec l'application carte vitale, vous avez aussi accès à la facturation César Vital et tous les téléservices intégrés, assurance maladie obligatoire, le dossier pharmaceutique, etc. Donc ça, c'est effectivement les avantages aujourd'hui. Demain, les avantages qu'il va y avoir en plus, c'est qu'on va intégrer la part AMC. En 2025, vous aurez effectivement l'identification
de l'assurance maladie complémentaire pour les mutuelles, de sorte que vous puissiez envoyer le flux de facturation directement auprès de la mutuelle. En tout cas, vous connaîtrez la mutuelle de l'assuré. Et puis pour les établissements, ça servira effectivement à aider les établissements dans la numération, notamment dans le cadre de préadmission, d'accueil, d'entrée, de prise de rendez-vous, d'authentification des patients. Ça, c'est côté santé. Côté assuré, donc bien sûr, la part AMC qui sera dans l'application. Et puis, comme ça sera un fournisseur d'identité, il sera possible de s'authentifier de manière sécurisée sur d'autres sites, comme par exemple France Connect ou Mon Espace Santé. Autre point qui va arriver plus tard, ça sera la délégation des usages. Donc, c'est tout simplement la possibilité de déléguer en fait son application de carte vitale à un tiers de confiance. Là, on a pris l'exemple par exemple des grands-parents qui vont en consultation chez un médecin. Eh bien, le parent pourra déléguer le droit en fait de ses enfants directement dans le compte des grands-parents et il ne sera pas obligé de prêter sa carte physique. Voilà. Autre point, on vous a mis en fait le circuit de facturation. Donc, comment ça fonctionne? Donc, vous avez, enfin, pour lire l'application Carte Vitale, il vous faut en fait des appareils. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous avez effectivement un lecteur qui vous permet de lire le QR code qui apparaîtra sur l'application Carte Vitale. Soit vous avez un lecteur NFC, donc un mode sans contact, un peu comme un mode de paiement sans contact, qui vous permettra effectivement de lire en fait l'application Carte Vitale. Une fois que vous avez effectivement lu l'application Carte Vitale, eh bien, votre logiciel automatiquement va aller rechercher les droits de l'assuré dans les bases de l'assurance maladie via ADRI. Et puis, dans un troisième temps, vous allez signer la carte, votre feuille de soins électronique en ligne, tout simplement. Il y aura une facture par session. Et puis après, chose importante, c'est que l'assuré recevra directement sur son smartphone une information sur la dépense de soins, à savoir, il verra le nom du bénéficiaire, donc lui-même, ses enfants, le professionnel concerné, et puis le montant des soins dépensés. Alors, pour déployer l'application Carte Vitale, il y a deux prérequis. Le premier, bien sûr, il faut un logiciel qui est à jour. Donc, le logiciel à jour, pour nous, c'est agréé Addendum 8, voilà, d'Addendum 8 au dernier cahier des charges chez Invital. À ce jour, vous avez 99% des logiciels médecins et pharmaciens qui sont agréés Addendum 8. Après, c'est pas parce qu'ils sont agréés que vous avez forcément fait la mise à jour sur votre poste, mais vous avez toutefois une solution effectivement à 99%. Pour les paramédicaux, cela arrivera un peu plus tard, puisque là, c'est en cours de déploiement chez les paramédicaux. Donc, il vous faut effectivement la dernière version, donc logiciel Addon 8, et puis il vous faudra un appareil capable effectivement de lire le QR code, donc soit sous mode de douchette par exemple, soit un lecteur NFC. Alors, ce qu'on vous conseille, nous, c'est le mode douchette, tout simplement parce que le mode NFC n'est pas compatible actuellement sur les iPhones et certains smartphones Android. Donc voilà, pour effectivement garantir une lecture optimale, nous, on vous préconise la douchette. Évidemment, c'est pas l'assurance maladie qui va vous conseiller par rapport de prime abord, hein, par rapport à ce matériel-là, c'est plutôt votre éditeur de logiciel, parce que seul lui va installer la dernière version de la NADUM pour vous permettre effectivement de lire les QR codes, et puis celui va vous conseiller par rapport au matériel utilisé le plus compatible possible par rapport à votre logiciel. Donc nous, effectivement, quand je dis nous, c'est les délégués numériques en santé, ils peuvent vous conseiller par rapport à ça en termes de prix, voilà, en termes d'offres qui est faite par les éditeurs. Mais au final, il faudra quand même aller voir plutôt son éditeur pour savoir effectivement ce qu'il propose par rapport à son matériel. Sur la sécurisation de l'application Carte Vitale, donc l'application Carte Vitale apporte également des garanties de sécurité qui sont assez fortes. D'une part, par rapport à son processus d'activation. Donc c'est le petit 1 que vous avez, le parcours d'activation sécurisé. Donc, ça veut dire qu'un assuré qui va télécharger l'application Carte Vitale va falloir qu'il s'authentifie, va falloir qu'il justifie effectivement que c'est bien lui qui télécharge l'application Carte Vitale. Donc, il y a tout un parcours effectivement d'enrôlement par rapport à l'activation Carte Vitale qui va permettre de fiabiliser et sécuriser en fait l'information. Et puis le deuxième point, c'est effectivement l'utilisation d'un code personnel à chaque accès à l'application Carte Vitale. Ça veut dire que l'usager, le patient, quand il viendra vous voir, quand il ouvrira l'application Carte Vitale, il aura un code d'accès à usage unique, un code d'accès qu'il devra utiliser pour ouvrir l'application Carte Vitale. Et puis bien sûr, il faudra aussi qu'il déverrouille son ordinateur, son smartphone. Ça, qui est défini par son propre propriétaire. Ça veut dire que chacun va définir son propre verrouillage et vous avez quand même un double verrouillage à la fois de l'application et du smartphone, ce qui n'existe pas, bien sûr, pour la carte physique. Après, je voulais revenir sur le parcours d'activation.
Alors sur le parcours d'activation, sur la slide d'après, il y a, comme je vous ai dit au début, l'application carte vitale a été généralisée France entière le 18 mars. Ce qui a été généralisé France entière le 18 mars, c'est le parcours d'identification via France Identité, c'est-à-dire utilisable avec la petite carte, la dernière carte d'identité, la CNIE. Donc vous avez un parcours d'identité, vous serez obligé effectivement de télécharger l'application carte vitale et après télécharger l'application France Identité pour pouvoir effectivement valider cette application carte vitale. Si vous n'avez pas la dernière version de la carte nationale d'identité, dans ces cas-là, vous rentrez ce qu'on appelle dans le parcours vidéo, donc c'est un parcours plus long, biométrique, et qui va s'ouvrir par étapes. Ce qu'il faut retenir par rapport à cette slide, que vous voyez peut-être pas très bien parce que c'est des petits caractères, mais c'est que l'Île-de-France est en vague 3. Ça veut dire que vos patients qui n'ont pas la CNIE, effectivement, devront attendre fin 2025 pour pouvoir activer via le parcours vidéo, si vous voulez, l'application carte vitale. Donc ça veut dire que vous aurez peut-être 97% de vos patients qui, à ce jour, ne pourront pas activer l'application capitale. Ça, c'est important. Mais il est important quand même pour vous d'anticiper cette phase-là, puisque en termes de montée en charge, en termes d'équipement, eh bien l'éditeur, il faudra quand même aller le voir pour avoir le meilleur lecteur, en tout cas le lecteur le plus à jour et le plus disponible par rapport effectivement à son matériel. Donc ça, ce que je vous propose là, ce que je vous montre là, c'est un planning prévisionnel à mai 2025. Donc qui est peut-être qui est susceptible d'évoluer en fonction des différentes vagues qui vont se décanter. Là, vous avez une vue en fait côté assuré, c'est-à-dire que là, vous avez le retour d'information sur l'application carte vitale pour un acte qui a été réalisé chez un médecin, chez un pharmacien, par exemple. Et vous aurez effectivement comme information le bénéficiaire des soins, le professionnel de santé consulté et le montant payé. Bien sûr, il ne verra dans cette application que les flux électroniques qui ont été véhiculés par cette application. Si vous utilisez la carte physique, là, il ne verra pas effectivement dans l'application carte CV ce retour d'information sur les paiements. Je vous ai mis effectivement le nombre de PS qui ont, enfin le nombre de professionnels de santé qui ont une offre compatible. Alors attention, là je parle des médecins et des pharmaciens, sachant que les paramédicaux, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est en cours de développement côté éditeur. Donc vous avez 98% à peu près des éditeurs qui proposent une offre une offre compatible application carte vitale, et vous avez 95% qui ont effectivement une offre qui a été validée, c'est-à-dire utilisable directement par le logiciel. Donc ça veut dire qu'elle a été mise à jour directement par le logiciel, dans le logiciel du médecin ou du pharmacien. Voilà sur l'application carte vitale. Et en dernier point, je vous ai quand même mis voilà, pour en savoir plus, pour aller plus loin par rapport à ça. Vous avez un article sur amini.fr dans votre rubrique, donc médecin, pharmacien, paramédicaux, vous avez une rubrique par rapport à ça. Et puis vous pouvez aller sur le site du Sésame Vital pour voir le déploiement, les enjeux de la carte vitale. Vous pouvez aussi nous commander des dépliants Mon Espace Santé, enfin l'application carte vitale, pardon, qui sera utile mise à disposition pour vos patients dans le cabinet. Donc pour ça, vous demandez simplement à votre délégué numérique en santé, je vous ai mis l'adresse ici, ou à votre dame, de vous faire livrer. Et dans ces cas-là, nous, on vous livrera, on vous mettra à disposition les flyers à destination des usagers pour mieux expliquer, mieux comprendre l'application carte vitale, les différents, le rôle de chacun et comment l'activer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'application carte vitale ou est-ce que j'ai été clair et complet? Moi, j'ai une question. Docteur Oui, Saverno. oui. Savoir, est-ce que l'application elle autorise des copies d'écran du smartphone? Les C'est-à-dire que en copies. gros, c'est-à-dire que le QR code, est-ce qu'il peut être copié via des faits, il y a des copies d'écran sur les smartphones, est-ce qu'il peut être copié par la copie d'écran et du coup être envoyé en photo? Alors, l'application va générer un QR code qui est à usage unique, entre guillemets. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez ouvrir l'application, il va créer un nouveau QR code. Si vous Oui, allez il va chez... le Voilà, ouais. comment? Et ben là, 20 minutes. Qui est valable effectivement à un temps donné. Donc, bon, effectivement, si il fait 3 consultations à 5 minutes d'écart, c'est peut-être possible. Je ne sais pas le délai, effectivement, voilà, de latence entre le moment où l'application génère le QR code et le moment où elle s'éteint.
Mais ce qui est Est-ce que, sûr, c'est que à chaque fois qu'il va effectivement ouvrir l'application, il y aura un nouveau QR code qui va être lancé. moi, ma question, c'est Mm. est-ce que c'est bloqué? Est-ce que est-ce que la copie d'écran est bloquée? Parce qu'en fait, si c'est pas bloqué, ça vous allez avoir des fraudes. Je vous le dis tout de suite. Mm. Je vais remonter, docteur Sada. Je vais me renseigner si effectivement En fait, il c'est y a des bloqué. sites qui permettent. Moi, mon site banque, par exemple, ma banque, Mm. je peux pas faire de copie d'écran quand je suis sur l'application de ma banque. Sur plein d'applications, je peux faire des copies d'écran, mais pas sur l'application de Mm. ma banque. Je Donc, comprends. Je vais regarder le temps du screenshot et le temps effectivement qui est valable le QR code en fait. Peut-être en complément aussi sur ce sujet, on voit bien que ces deux phases-là vont générer aussi un déploiement progressif. À la fois, depuis le 18 mars, certains assurés ont activé leur application carte vitale et en tant que professionnel de santé, vous pouvez être sollicité pour l'utiliser. Et donc, on vous invite aussi à vous équiper pour pouvoir voilà, utiliser cette application carte vitale. Nous, côté assurance maladie, on présente l'application carte vitale donc, dans le cadre des rendez-vous avec les délégués du numérique en santé. On prévoira également au moment de la généralisation des actions de communication à la fois versant grand public et versant professionnel de santé. Et donc, voilà, l'objectif, ça sera aussi d'inciter à l'activation, alors soit en usage systématique si certains assurés voilà, souhaitent presque remplacer leur carte vitale physique, soit en complément pour notamment les personnes qui ont tendance à oublier leur carte vitale physique. Alors le deuxième sujet, donc c'est l'ordonnance numérique. Donc c'est quelque chose effectivement qu'on vous a déjà présenté il y a 2 ans. C'était le tout premier webinaire qu'on a fait. Il était sur l'ordonnance numérique. Donc là, l'idée en fait, c'est de vous présenter effectivement les nouveautés qui sont induites notamment par l'arrivée de prescriptions sécurisées, et notamment le tramadol et la codéine, qui depuis le mars 2025 doivent être obligatoirement réalisées sur du papier filigrané ou en tout cas ou utiliser l'ordonnance sécurisée. Donc on vous rappelle que depuis l'ordonnance du 18 mars 2020, elle rend obligatoire l'ordonnance numérique et au plus tard le 31 décembre 2024. Cette ordonnance a été complétée par un décret au Conseil d'État. Donc on sait évidemment que ce déploiement est bien sûr progressif. Aujourd'hui, 100% des prescripteurs n'utilisent pas encore l'ordonnance numérique. Et voilà, c'est une augmentation qui est progressive, comme je vous l'ai dit, sur tout le département et France entière. Donc voilà, ça prend un chemin qui est tout à fait comment dire, satisfaisant pour l'instant, mais l'idée c'est quand même de densifier un maximum l'utilisation, puisque comme vous le savez, ça évite la fraude et ça permet de fluidifier l'ensemble du processus, notamment la transmission des documents auprès de l'assurance maladie notamment. Donc je vous fais un petit rappel quand même de ce qui ne change pas pour le prescripteur et les nouveautés. Donc ce qui ne change pas effectivement, c'est la liberté de prescription du médecin, le déroulé de la consultation et la remise d'une ordonnance papier en fin de consultation. Ça, c'est important, on y reviendra juste après. Donc la nouveauté, effectivement, c'est la présence d'un QR code et d'un numéro de prescription unique sur l'ordonnance. Ce QR code sera bien sûr à scanner par le professionnel de santé pour récupérer l'ordonnance sur le serveur de l'assurance maladie. Le deuxième, c'est la possibilité pour le médecin d'accéder aux données de délivrance a posteriori. Alors bien sûr, avec le consentement du patient, un consentement qui doit être donné lors de la consultation de prescription et qui est acté dans le logiciel. À partir de là, vous avez effectivement accès aux données de prescription, donc les médicaments qui ont été recherchés, délivrés à votre patient par la pharmacie. Le troisième point, c'est la simplification qui est apportée par la sécurisation du processus. Donc, vous n'avez plus besoin d'imprimer les ordonnances sur surface spécifique filigranée, notamment pour les médicaments d'exception, les stupéfiants et assimilés. Donc, vous les imprimez sur une page blanche, tout simplement. Et puis, le quatrième point, c'est qu'il y a une alimentation automatique du dossier médical partagé avec une version numérique de la prescription qui est visible par le patient dans son profil, bien sûr, s'il l'a activé.
sachant que vous avez à peu près un quart des patients qui ont activé leur espace santé. Donc ça, c'est côté prescripteur. Côté pharmacien. Donc, ce qui ne change pas, bien sûr, c'est le libre choix du prescrit et du prescripteur par le patient, la possibilité d'ajuster l'ordonnance avec l'accord du prescripteur. Le petit astérix, c'est pour vous dire que avec l'accord du prescripteur, eh bien, vous téléphonez ou vous faites un message au prescripteur pour ajuster en fait la prescription. La prise en compte de délivrance partielle du renouvellement, la substitution, etc. et la possibilité de traiter des ordonnances sur papier classique, puisque évidemment, les deux systèmes perdurent. Les nouveautés, donc c'est la récupération des données de prescription directement depuis le logiciel de gestion d'officine donc du pharmacien. Il va récupérer directement donc l'ordonnance sur les bases de l'assurance maladie depuis le scan du QR code. La trace de l'intervention du pharmaceutique, donc à partir du moment où l'assuré ne s'est pas opposé effectivement à ça, où le prescripteur pourra tout à fait voir la délivrance qui a été faite de cette prescription. Plus d'envoi justificatif via score, effectivement, avec l'ordonnance numérique plus l'application cardinale ou la carte physique, le pharmacien n'aura plus de pièces à envoyer avec l'ordonnance numérique qu'on aura directement. Et puis, si c'est un flux électronique sécurisé, il n'y aura pas évidemment de volet de facturation envoyé. Quatrième point, le format de l'ordonnance numérique papier qui sera présenté par le patient. Évidemment, le format il change puisque vous avez la présence du QR code notamment et du numéro unique de prescription. Voilà, je voulais quand même revenir un petit peu sur ce qu'il y avait dessus. Donc ensuite, par rapport à la remise de l'ordonnance au patient. Donc une ordonnance doit être signée systématiquement et remise au patient. Donc soit sous format papier, ou si le patient le demande, on envoie effectivement ce document sur la messagerie sécurisée de mon espace santé, et puis sachant que votre logiciel va l'envoyer directement aussi dans le dossier médical partagé de mon espace santé du patient. C'est important. Dans tous les cas, le patient, pour se présenter à une officine, doit obligatoirement avoir un document papier et signé du médecin. Donc c'est soit vous qui effectivement l'imprimez et qui le signez numériquement ou manuellement, ou soit lui effectivement qui l'imprime parce qu'il est signé numériquement. Mais dans tous les cas, il ne peut pas se présenter à une officine sans avoir une imprimante, une ordonnance papier. Donc ça, c'est important. Autre point qu'on voulait revenir, c'est justement par rapport aux nouveaux prescriptions, notamment au stade des stupéfiants. Donc l'ordonnance numérique, bien évidemment, le cœur effectivement de l'ordonnance numérique, c'est de pouvoir réaliser une utilisation justement sur ce type de document, de type de prescription notamment. Donc c'est le lab qui va identifier à partir de sa base de médicaments si le produit concerné nécessite un recours ou pas à l'ordonnance de stupéfiants ou de médicaments. Et puis l'ordonnance numérique comportera un attribut qui sera respectivement ordonnance sécurisée ou ordonnance de médicaments de produits d'exception. Cet attribut qui sera porté sur l'ordonnance papier, donc non sécurisée, et qui est sur papier blanc, pour l'instant, si vous voulez, tous les logiciels ne proposent pas cette évolution-là. Dans l'attente effectivement de cette évolution-là, les pharmaciens sont tenus d'accepter les ordonnances numériques sans cette mention. Donc ça, c'est un point très important parce qu'on a eu des retours de pharmaciens qui ont refusé effectivement de délivrer puisqu'ils n'avaient pas cette mention-là. Donc cette mention, elle a été portée aux éditeurs de logiciels en avril 2024 chez les médecins et en avril donc 2024 chez les pharmaciens. Pour l'instant, on n'a aucun logiciel pharmacien qui est agréé sur la version 3. Et donc, vous n'aurez pas effectivement la possibilité d'annexer, si vous voulez, cette ordonnance avec cette mention-là, l'une de ces mentions. Donc, le pharmacien doit absolument accepter sans ces mentions-là, sachant que d'ici un an, peut-être, on aura effectivement cette mention-là qui se figurera dans toutes les ordonnances numériques. Donc, le prescripteur n'utilise l'ordonnance numérique, non plus besoin d'imprimer les ordonnances sur papier spécifique sécurisé. Donc, ça veut dire qu'il l'imprime sur papier blanc, avec toutes les rubriques obligatoires qui seront assignées par le logiciel d'aide à la prescription, tel qu'aujourd'hui. Ça ne change pas effectivement la manière de prescrire une ordonnance. L'ordonnance doit être prescrite en alphanumérique, c'est-à-dire que c'est pas 500, c'est 500 en toutes lettres. Ça ne change pas, si vous voulez, la réglementation et la manière de prescrire effectivement des médicaments. Et puis le nouveau dispositif s'applique effectivement depuis mars 2025 avec tous les produits du nouveau produit stupéfiant, le tramadol, la codéine et la dicotéine. Donc ils peuvent être bien sûr prescrits sur une ordonnance sécurisée. Et c'est vraiment l'intérêt de l'ordonnance numérique puisque ça augmente le nombre de prescriptions de produits stupéfiants tout simplement.
Donc c'est vraiment une simplification grande et une sécurisation importante par rapport à ces produits-là. Le dernier point que j'ai voulu mettre, c'est tout simplement de dire que si l'ordonnance, si l'officine par exemple est équipée de l'ordonnance numérique, donc elle doit délivrer effectivement l'ordonnance numérique, aller rechercher l'ordonnance numérique directement dans les bases de l'assurance maladie. Par contre, si l'officine n'est pas équipée et que le patient se présente avec une ordonnance classique papier, ordonnance numérique sans voilà, sans papier filigrané par exemple, eh bien dans ces cas-là, le patient devra aller dans une autre ordonnance, une autre pharmacie, pardon, qui puisse lui délivrer ces ordonnances numériques et qui est en capacité de le faire. Donc on a aujourd'hui plus de 99% des logiciels de gestion d'officine qui sont activés ordonnance numérique. On vous a mis en dernière slide pour aller plus loin, toujours plus d'informations sur l'appli carte vitale, le mail effectivement de l'appli carte vitale, le mail du CNDA, le catalogue des produits et toujours votre délégué d'assurance maladie numérique en santé, si vous voulez aller plus loin par rapport effectivement à des explications sur l'ordonnance numérique ou l'application carte vitale. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'ordonnance numérique avant la présentation de Pixacare? Alors, j'ai pas, enfin, j'ai une question, mais j'ai aussi plutôt on va dire que voilà, je voulais dire que c'était top, que vraiment ça nous simplifie beaucoup la vie. Par contre, je crois qu'on peut pas faire de chevauchement avec l'ordonnance numérique. Il me semble, ça c'est par contre c'est ma question. De chevauchement, c'est-à-dire? Avant, en fait, quand les gens ils venaient 2, 3 jours avant la fin de la validité de leur ordonnance, enfin un peu plus même d'ailleurs, on pouvait chevaucher, on pouvait marquer chevauchement autorisé, ce qui permettait d'obtenir les médicaments un mois supplémentaire avant la date. Imaginons on est en vacances et on n'est pas disponible au mois d'août et que normalement ils devaient renouveler le truc de d'août et nous sommes pas là, on mettait un chevauchement en fin juillet pour qu'ils aient leurs médicaments. Et je crois que il me semble que l'ordonnance numérique ne peut pas le faire. Donc, si je comprends bien votre question, c'est-à-dire qu'il a une prescription qui va, par exemple, jusqu'au 31 mai 2025, et il vient vous voir avant, en fait, pour faire une prolongation, c'est ça. Et vous Ah, réalisez, en fait, la prolongation qui est en chevauchement avec l'autre prescription. oui, c'est ça. Euh, je sais pas. Je peux pas vous dire. Je vais me renseigner, pareil. Ouais. En fait, moi, c'est un peu problématique, notamment les enfants qui sont sous Ritaline ou même des traitements stupéfiants, mais là. Je vais me renseigner, docteur Sada. Ouais, très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreux pour, en tout cas, aussi ma partie à moi sur Pixacare. Donc, moi, je suis Tatiana, je suis une des infirmières de coordination de l'équipe du pied diabétique au centre hospitalier du Sud francilien. Et donc, je vais vous parler de l'outil Pixacare. Juste pour situer un petit peu voilà, notre charge de travail, entre guillemets. On est en constante augmentation, nous, de demandes pour des prises en charge de plaies du pied diabétique, parce que la population diabétique est de mieux en mieux soignée, tant mieux, mais du coup, elle vieillit de plus en plus, et du coup, on a quand même l'apparition de complications. Et donc, nous, par exemple, entre 2023 et 2024, on a eu plus de 45% d'HDJ, et avec une file active qui est en constante augmentation. Actuellement, sur l'année 2024 et début 2025, on a 706 patients de file active. Et puis, c'est des patients qui sortent jamais de la file active, puisque même quand ils sont cicatrisés, on les voit. Et donc, cette file active, du coup, ne fait qu'augmenter. Ils sortent de notre file active uniquement quand il y a un décès. La moyenne d'âge, elle est de 69 ans et on a 2 tiers d'hommes et 1 tiers de femmes. Alors, comment on est arrivé à Pixacare, et après je vais vous présenter l'outil. On a eu plusieurs problématiques dans le service. Alors déjà, on a eu une superbe étude dont je vais vous parler après, qui nous a amené à réfléchir à l'utilisation d'un outil digital et numérique.
je vais vous en parler après. Il y avait les difficultés de prendre des photos et beaucoup des photos de nos plaies se retrouvaient sur notre téléphone personnel au milieu des vacances des enfants, des animaux, et ça devenait un peu compliqué. Au sein de l'hôpital, on n'a pas de fichier aussi qui regroupait l'ensemble des photos des différentes plaies des services. Donc chacun le mettait dans des documents différents. Et nous, notamment pour les comparaisons et pour des avis, il fallait qu'on aille trouver à droite à gauche, c'était très compliqué. Le lien ville-hôpital, du coup, on n'avait pas vraiment d'outils pour le faire, à part une adresse mail, mais une adresse mail qui n'était pas en plus sécurisée. Et nous, on a vécu une cyberattaque il y a quelques années où on a eu peur déjà de tout perdre et on n'a pas eu d'ordinateur pendant 3 mois. Et par rapport à tout ça, bah, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un outil digital et on est tombé sur Pixaker à un congrès. Et puis, c'est comme ça que l'aventure a progressivement commencé. Alors, juste pour vous parler de l'étude Télépied, c'est une étude en plus qui a été publiée dans le Lancet, donc c'est vraiment une belle étude du docteur Dardari et une étude du Centre hospitalier du Sud francilien et du CERID. Et c'était la comparaison entre une prise en charge classique d'une plaie de pied diabétique, donc les allers-retours ville-hôpital, comme on peut le faire classiquement. Et parallèlement, il y avait un groupe qui était suivi en plus par une infirmière experte et via une solution de télésanté notamment des photos envoyées régulièrement. En fait, elle suivait un petit peu plus le patient. Elle allait au domicile du patient, voir les difficultés aussi des soignants en ville. Et l'étude a montré en fait une réduction du nombre de jours d'hospitalisation ou de réhospitalisation pour ces patients. On a diminué de moitié les coûts liés à la prise en charge de l'ensemble de la cicatrisation de ces plaies. Et il n'y a pas eu de perte d'efficacité sur le taux de guérison, ni d'augmentation du taux d'amputation. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on utilise cette expérience et qu'on la mette à profit, mais il nous fallait un outil. Et donc, on est tombé. Alors, on a su qu'il y avait le Pixaker, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, mais il fallait le financer. Et on a eu la chance, grâce à notre chef de service, de tomber sur une offre de l'ARS qui cherchait voilà, des projets pour l'accès aux soins via une solution de télésanté pour des publics et des territoires prioritaires. Et notre projet, on a eu la grande chance d'être retenu. Notre projet, c'était l'amélioration du parcours de soins des personnes vivant avec un diabète et porteuses d'une plaie de pied via une solution de télésanté. Et donc, on a pu être financé de l'application pour 1 an et on a eu un poste infirmier de coordination en plus qui a été en CDD 2 fois 6 mois et qui est actuellement en CDI. Donc, ça a été une grande avancée pour nous et le projet a commencé en juin 2024. Donc ça, c'est les projets retenus en Île-de-France. Vous voyez qu'en Essonne, il y en a eu 2. Donc un pour l'hôpital du Sud francilien et un pour la CPTS Nord-Essonne-IJ. Donc Pixaker, c'est quoi? Pixaker, c'est une solution digitale de gestion des photographies médicales et de suivi de cicatrisation. Ce qui change de beaucoup d'applications qui existaient jusqu'à maintenant, c'est qu'à la fois, c'est une application sur le téléphone portable, mais c'est aussi une interface numérique pour nous, pour la gestion et l'expertise à l'hôpital. Donc, on va pouvoir faire le lien. En ville, vous avez l'application, c'est gratuit. Et c'est l'hôpital du Sud francilien, via l'ARS, qui a financé l'application. Mais en ville, c'est toujours gratuit. N'importe qui peut télécharger l'application. Les patients, les soignants, les aidants, les EHPAD, enfin, n'importe qui. Il n'y a que nous voilà, qui finançons l'application. L'avantage, c'est qu'à partir du moment où le patient il est rattaché à un QR code, vous allez voir, ce QR code, il peut être utilisé par tout le monde, donc par l'infirmière, par le patient, par l'aidant, par l'auxiliaire de vie qui prend des photos. Tout le monde peut accéder à ce groupe à partir du moment où le patient donne son QR code. Et nous, du coup, on a toutes les photos qui arrivent sur son dossier. Vous allez voir qu'on peut aussi, ça nous a beaucoup aidé pour faire des fils de transmission sur l'hôpital. Vous allez voir qu'il y a une messagerie aussi collaborative sécurisée, donc messagerie entre le patient, entre les soignants et avec nous. Et c'est une application française avec des serveurs sécurisés français. Donc tout se passe en France avec Pixaker. Donc depuis juin, voilà, tous les patients depuis 1 an, tous les patients qui sont vus en hôpital de jour, en consultation, en sortant d'hospitalisation, dans les autres services, ils sont forcément sortis avec l'application Pixaker, en tout cas avec le QR code d'accès à Pixaker. Idéalement, quand on peut le télécharger, on le fait, mais on a beaucoup de problèmes de réseau sur l'hôpital, donc ça, c'est pas toujours facile. Et donc, vous allez voir qu'ils sortent avec 2 choses.
ils sortent avec le tutoriel que vous voyez sur la gauche. Donc là, le nom est visible, c'est le nom de ma collègue, on a fait le test avec elle. Vous voyez qu'il y a donc le tutoriel. Alors, le tutoriel est très résumé, mais très simple et très résumé, avec 2 QR codes. Le QR code pour le patient et le QR code pour l'infirmier ou pour les aidants, pour les soignants, peu importe. On accède aux mêmes choses avec les 2 QR codes. Il y a juste une petite nuance avec le dossier patient. Donc, vous verrez après. Et nous, on a complété par un petit mot à côté pour leur expliquer comment on en était arrivé à utiliser Pixacare, comment ils peuvent l'utiliser, et on laisse nos coordonnées, bien sûr, s'ils ont du mal à l'utiliser. On a aussi, vous voyez, ça c'est une chambre d'un des patients. Vous voyez, il y a la carte des CPTS, parce qu'on leur en parle beaucoup. Et puis, il y a sur les 2 feuilles blanches que vous voyez à droite, il y a le QR code, ce qui fait que dans la chambre du patient, l'infirmière qui fait les soins, elle scanne le QR code et en direct, on a les photos donc de l'hospitalisation, de la ville, des hôpitaux de jour, et tout le monde peut tout voir. Les soignants, ils sont très contents de ça parce que du coup, ils peuvent, par exemple, si le patient est hospitalisé, ils peuvent voir ce qui se passe pendant l'hospitalisation. Et du coup, on peut aussi nous comparer facilement quand une fois qu'il est sorti, le patient, on peut revoir les photos de l'hospitalisation et ça fait un panel de comparaison qui est indispensable pour nous. Alors, quand le patient rentre au domicile, ce qu'on demande, on n'impose rien du tout, mais on demande à ce que les soignants ou le patient ou les aidants nous mettent régulièrement des photos. L'avantage quand le patient passe par son QR code, c'est qu'il va recevoir une fois par semaine un lien pour cliquer sur un questionnaire où il peut remplir les signes infectieux. Ce que vous allez voir, c'est très simple, c'est que 5-6 questions qui nous aident à aller plus vite aussi sur la réactivité de la prise en charge. L'infirmière peut juste mettre une photo du soin qu'elle est en train de faire et rien d'autre, ou elle peut remplir un descriptif si elle veut nous laisser un message. Mais en soi, ça peut prendre que 10 secondes si elle veut juste nous mettre la photo. Et nous, ça nous suffit. Et bien sûr, donc, il y a la messagerie que je vais vous montrer. Je vous ai fait, voilà, je vais vous montrer des captures d'écran après. Ce qu'on espère, donc, et on le voit déjà depuis un an, vous allez le voir, c'est une meilleure coordination avec la ville. On peut leur donner des conseils aux soignants en ville, on peut refaire le point sur la décharge, on peut être réactif sur des difficultés qu'elles ressentent. Donc, ça sert aussi à ça. On a vu, déjà, on commence à voir qu'il y a une réduction des réhospitalisations parce que dès qu'on voit qu'il y a un petit truc qui nous interpelle, tout de suite, on est plus réactif. Si par contre, il y a des urgences, et vous allez voir sur certaines photos, on évite que les patients passent aux urgences, on les prend directement dans le service, ou en tout cas dans d'autres services de l'hôpital. Ce qui est très important, c'est l'échange sécurisé et de qualité. On espère que tout le monde s'approprie l'outil. Et c'est un lien étroit, comme je vous disais, avec aussi le service d'hospitalisation, l'hôpital de jour et la ville. Et on espère, comme pour l'étude télépied, bien sûr, réduire les coûts, moins d'AGNJ, moins de bons de transport, réduction du temps de cicatrisation, voilà. Après, il va y avoir pas mal de photos, donc faites attention, ceux qui sont un peu sensibles, il va y avoir des photos un peu particulières. Donc là, c'est les chiffres que Pixacare nous a délivrés au mois d'avril. On a 4000 photos à peu près qui ont été prises, que ce soit par nous ou par les soignants en ville. On a 118 infirmiers, infirmières libéraux qui utilisent l'application actuelle. C'était au mois d'avril, donc c'est encore un peu augmenté. Et en tout, on a 422 patients qui utilisent l'application sur les 700 de la file active. Alors, voilà ce qu'on voit en fait. Là, c'est sur un patient. Donc, vous voyez en haut, il y a marqué télésuivi 2. Donc, ça, c'est un patient. Et voilà, chaque fois qu'il va mettre une photo, vous voyez les dates, on va avoir des photos et plus ou moins un descriptif. Donc, ça, c'est vraiment fiche patient. On va avoir ensuite, quand nous, tous les jours, on consulte Pixacare pour voir s'il y a, voilà, on regarde ce qui se passe, s'il y a des photos qui nous interpellent, si tout va bien. Voilà comment on voit notre interface. Quand c'est lui qui met une photo, le patient est en violet. Quand c'est les soignants, c'est en blanc. Et vous voyez, on le voit sur la photo d'après, le petit questionnaire patient. Ça, l'infirmière peut le remplir d'elle-même, le patient peut le remplir d'elle-même. Mais toutes les semaines, si on a rentré son numéro de téléphone, quand on a créé son QR code, il est amené à cliquer sur un lien qui l'amène sur ce questionnaire et il remplit. Et nous, on a des petites alertes rouges quand on voit qu'il y a des rougeurs, de la fièvre, une odeur. Voilà, et tout de suite, on va aller un petit peu plus vite voir les photos du patient. Ça, c'est la messagerie. Voilà, toutes les cases rouges, c'est pour masquer l'identité des personnes avec qui on a échangé. Mais voilà, ça vous montre que voilà, on a une messagerie. Nous, on communique très facilement.
La seule difficulté, c'est ce que je dis un peu plus tard, c'est qu'actuellement, on ne peut pas échanger des documents. Donc, si l'infirmière me dit il a perdu son ordonnance de pédicure podologue, malheureusement, je suis obligée de repasser par l'adresse mail de notre unité. Quelques exemples d'utilisation, c'est là où les photos un peu particulières arrivent. Là, je vous montre quand on n'avait pas commencé à l'utiliser, mais la première photo, c'est à sortant du bloc. On ne l'avait pas encore mis sur l'application, mais aujourd'hui, on les met. Là, c'est le patient qui a pris sa photo et on voit en fait que jusqu'à la guérison, pour lui, ça s'est très bien passé, tant mieux. On n'appelle pas le patient tous les jours parce qu'il y en a qui mettent des photos tous les jours pendant 6 mois, mais on l'appelle de temps en temps juste pour le rassurer, lui dire écoutez, tout va bien, la cicatrisation évolue bien, on continue le même protocole. Voilà, on rassure le patient, on rassure les soignants. D'autres cas, voilà, sur un mal perforant de la pulpe de l'hallux qui évolue très bien. Là, des plaies qui peuvent paraître très impressionnantes dès le début, une prise en charge au bloc et un patient qu'on revoit en hôpital de jour. La petite pastille que vous voyez de couleur sur la dernière photo, vous allez voir après, c'est ce qu'on commence à utiliser, ça permet de calculer la surface de la plaie. En ville aussi, vous pouvez l'utiliser, on n'a pas encore demandé à ce que ce soit utilisé en ville parce qu'il faut d'abord s'approprier l'outil. Mais en tout cas, nous ou la ville peut mesurer la plaie grâce à cette petite pastille. Là, c'est un patient qu'on voit en HDJ, donc c'est l'évolution, vous voyez, on l'a vu tous les mois de mars, mois d'avril, mois de mai. Mais le patient nous met aussi, donc ça, vous voyez bien que c'est la salle de consultation et que ça évolue très bien. Mais le patient, chez lui, vous voyez, prend aussi les photos sous différents angles, comme il veut, mais ça nous permet aussi de voir que tout évolue bien. Donc, on peut comparer toutes les photos. On a un outil de comparaison sur l'application et on peut prendre n'importe quelle photo pour les comparer et comparer la superficie. Là, c'est un jeune patient pareil, qui nous a envoyé des photos. Là, c'est des photos qui sont prises chez lui. Et là, vous voyez, en cours de prise en charge, dès que les tendons ont été recouverts, on a changé le pansement. Il était avec une TPN assez lourde et on a mis une TPN plus simple. Donc, ça permet de réajuster aussi la thérapeutique locale sans que le patient vienne en consultation. D'autant plus que ce patient-là, il habite dans le 45 et qu'on a de plus en plus de patients qui viennent de loin. On n'a pas que l'Essonne, beaucoup de la Seine-et-Marne, de Loiret, de Lyon, du 94. Donc voilà, ça évite que les patients viennent juste pour changer une thérapeutique locale. Et là, c'est le cas d'un patient, vous voyez, qui a été réhospitalisé. La première photo, c'est en sortant d'hospitalisation. Il nous envoie une photo on va dire une quinzaine de jours après, puis une vingtaine de jours après. Et en soi, la plaie ne pose pas trop de problème, mais on voit que le pied, il a triplé de volume. Là, c'est pour nous un signe que ça ne va pas. On lui fait faire une prise de sang en ville. La prise de sang n'est pas bonne. On ne l'envoie pas aux urgences. On lui réserve une place en hospitalisation et il est directement hospitalisé en diabétologie. Et du coup, il est sorti plus vite parce qu'il y a une prise en charge beaucoup plus réactive. Là encore, un patient, la première photo, c'est en consultation. La plaie n'est pas très belle, mais il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de dermo-hypodermique périlésionnelle. Là, on voit qu'il y a une très nette dégradation sur la deuxième photo. Ce patient a été aussi réhospitalisé directement sans un passage aux urgences. Là également, là c'est un orteil malheureusement qui a pris une mauvaise tournure. C'est pas forcément la plaie, c'est des fois la coloration. Et là pareil, c'est un patient qui en plus était en sepsis, donc on l'a pris directement sans passage par les urgences. Encore une fois, une plaie qui paraissait belle au début et une coloration qui est suspecte. On lui demande de renvoyer vraiment des photos tous les jours. Et là, mauvaise évolution, réhospitalisation directe. Et puis, il y a des cas aussi où tout va pas bien, tout va pas mal, mais la plaie ne bouge pas. Vous voyez, là, c'est des photos sur, on va dire, un mois. Il n'y a aucune évolution de la plaie. Et donc là aussi, on va reconvoquer le patient en hospitalisation pour proposer une autre thérapeutique. Là, c'est un patient chez qui on a mis une larvothérapie. Donc ça se fait en hospitalisation. Et il a fini par cicatriser beaucoup plus rapidement alors qu'on avait une stagnation complète de la plaie qu'on a vue grâce aux photos. Si on n'avait pas eu les photos, c'est un patient qu'on va revoir malheureusement tous les 3 ou 4 mois. Et donc pendant 3 ou 4 mois, il peut garder sa plaie comme ça, sans aucune réaction. Là, ça a permis d'anticiper et d'organiser une cicatrisation plus rapide. Donc là, ce que je vous parlais, c'est l'outil de délimitation de la plaie qu'on est à peine en train d'utiliser. Il fallait d'abord s'approprier l'outil. Mais on voit que ça fonctionne plutôt pas mal. Il ne faut pas que ce soit des plaies cavitaires, mais en tout cas, toutes les plaies planes, on y arrive plutôt pas mal. L'application met à jour régulièrement les choses, donc ce n'est pas parfait, mais en tout cas, c'est en cours d'être parfait. Et ça, la ville va pouvoir l'utiliser. Ce sera juste qu'on ne sait pas trop comment on pourra vous distribuer les pastilles, peut-être via les patients lors de leur première HDJ. Et voilà à quoi ressemble une fiche de transmission générée par l'application. Alors ça ne se fait pas en ville, mais nous, on le fait.
Et maintenant, on le fait systématiquement. Avant, à la fin de chaque HDJ, il y avait un compte-rendu médical, mais le temps qu'il soit corrigé par les secrétaires, qu'il soit envoyé au patient, il peut y avoir un mois. Et il y avait notre compte-rendu infirmier, mais qui restait dans le logiciel métier du CHSF. Aujourd'hui, tous nos patients qui sortent d'HDJ, on fait des transmissions là-dessus. Ça veut dire que l'infirmière, si le patient ne sait pas trop lui dire ce qui s'est passé pendant l'HDJ, qu'elle n'a pas eu accès au compte-rendu ou qu'il arrive tardivement, elle peut se connecter à l'application via le QR code et retrouver toutes nos transmissions sur le protocole, sur notre évaluation, sur ce qu'on a mis en place. Nous, ça nous simplifie les choses parce qu'on a moins d'appels, moins de mails pour savoir ce qui s'est passé. Le patient, il n'est pas obligé de tout retenir et voilà, toutes les données peuvent se faire via l'application. Et puis, on a des courbes comme ça qui montrent l'évolution. Alors, comme on vient de l'utiliser, on n'a pas encore de très belles courbes, mais on va pouvoir voir le pourcentage de la surface, mais aussi le pourcentage de bourgeonnement, de fibrine, l'apparition de nécrose, des choses qui peuvent aussi nous alerter dans un sens comme dans l'autre. Là, c'est encore un exemple de fiche que vous pouvez retrouver, vous, les soignants en ville, en allant sur le dossier du patient. Les limites. Les limites, c'est qu'une photo, ça reste une photo. Que si on ne décrit pas le pied, qu'on mette juste une photo, c'est pas mal, mais je ne touche pas le pied, j'appuie pas sur le pied pour voir s'il y a un écoulement, je ne sens pas le contact osseux, et parfois c'est très zoomé. Enfin voilà, une photo reste une photo. La plupart du temps, c'est très bien, mais parfois, je vais vous montrer, par exemple, des photos floues, je ne peux pas en faire grand-chose, et c'est vrai que quand je peux avoir une description en plus, c'est l'idéal. Si les soignants n'ont pas le temps en ville, je comprends. Description en ville, c'est mieux. Il y avait une question ? Alors, on continue. Et voilà, comment on en arrive du coup à faire aussi des erreurs aussi avec l'application, hein, tout n'est pas parfait. Là, c'est un patient, juste pour vous montrer, il y a un petit pastille rouge avec 3. En fait, c'est un patient pendant un mois. Il nous a dit que c'était rouge, que ça sentait pas bon et que ça coulait. On lui a fait faire des prises de sang au début, tout était bien. Du coup, on s'est moins alerté, mais parce que je pense qu'il était très inquiet, donc il a utilisé l'outil des petites pastilles rouges en disant peut-être que voilà, ils vont bien regarder tous les jours, bien m'appeler tous les jours si ça va. Mais ce qui fait qu'on a un peu tassé les choses parce qu'ils nous mettaient toujours la même chose et que les prises de sang étaient rassurantes. Sauf qu'en fait, il y a un moment donné, il a vraiment fait une infection et une dermohypodermite et qu'on n'a pas repéré à temps parce que depuis un mois et demi, il nous mettait toujours la même chose. Donc, c'est vrai qu'on préfère des fois, quand c'est des soignants qui font l'évaluation, que le patient qui s'alerte vite, et parfois à juste titre, mais parfois non. Voilà, c'est ce qu'il avait marqué. Le patient, il mettait toujours la même chose. Là aussi, une photo, on peut voir que c'est très beau entre le 18 avril et le 21 mai. On se dit, c'est magnifique, il n'y a pas de souci. Sauf que quand on prend la photo du dessus, et ça, c'est ce qu'on demande en ville, hein, la photo de la plaie est très importante, mais la photo du pied avec du recul est très importante, puisqu'on voit là que le pied gauche, il avait triplé de volume par rapport au pied droit. C'est un patient qui avait 300 de CRP. Mais si on se base que sur l'évaluation de la plaie, on se dit que c'est pas trop mal. Et franchement, moi, je ne l'aurais pas réhospitalisé juste en recevant que la photo de la plaie. Les limites, l'autre limite, c'est aussi qu'actuellement, nous, donc les deux coordinatrices qui faisons l'expertise des photos sur Pixacare, on n'a aucune rémunération. En tout cas, l'hôpital n'est pas payé pour ça. Nous, on a notre paye, mais il n'y a pas de rémunération pour l'hôpital. Ça n'existe pas encore aujourd'hui en play cicatrisation, mais les choses sont vraiment actuellement en train de changer avec l'avancée législative de mai 2025. C'est en train d'être discuté là en Sénat. Sur la valorisation de certaines compétences et notamment en plaie et cicatrisation. Donc, j'espère que les choses vont avancer là-dessus. Nous, on l'utilise déjà pour l'insuline, en fait, nos infirmières de l'équipe d'éducation qui changent les doses d'insuline avec les patients. Leur activité est valorisée financièrement et c'est sur ce modèle qu'on voudrait que ça arrive en plaie et cicatrisation. Et puis pour ceux que ça intéresse, il y a le CICAT Occitanie, la région Occitanie, qui a créé le projet d'Homoplay, là qui vient de se terminer en 2024, qui est un projet qui a duré 3-4 ans avec par contre une cinquantaine de personnes autour de l'expertise en plaie et cicatrisation. Donc nous, on est tout petit à côté, mais c'est vraiment un modèle pour nous. Et puis ensuite, il faut savoir que c'est chronophage pour nous. On n'a pas que Pixacare comme activité. Et c'est aussi chronophage pour la ville. On sait, c'est pas qu'une photo. Il faut enlever ses gants, il faut utiliser son téléphone, il faut prendre la photo. Et actuellement, l'infirmière libérale, quand elle fait ça, elle n'est pas non plus rémunérée en ville. Donc, on sait que ça peut être aussi un frein. Et puis, il ne faut pas oublier que le réseau Internet, il est important. En fait, l'application, on peut difficilement mettre des photos sans avoir un accès Internet.
Alors nous, à l'hôpital, on vit cette difficulté-là parce qu'on est dans un bunker au CHSF, donc on a beaucoup d'endroits où on ne capte pas, et on sait que dans certaines régions de l'Essonne aussi, reculées, il n'y a pas de réseau. Donc il faut que l'infirmière prenne les photos sur son téléphone, et à un moment donné, quand elle va capter chez elle, ailleurs au cabinet, elle met les photos sur l'application. Elle peut faire ça, mais ça demande deux démarches, quoi. Et à développer, nous aujourd'hui, on voudrait savoir pourquoi il y a des infirmières et des soignants qui ne l'utilisent pas. On ne reproche ça à personne, mais on voudrait juste savoir quelles sont les difficultés. Donc on est en train d'enquêter un petit peu là-dessus. Et aussi, il faut que ce soit connu parce qu'on transmet à nos patients, mais des fois, la fiche avec le QR code, elle est au milieu de 15 ordonnances et le patient ne le donne jamais aux soignants. Donc l'idée, c'est vraiment de vous le diffuser à tous voilà, vous expliquer comment ça fonctionne, d'avoir vos retours aussi pour améliorer les choses et pour améliorer l'utilisation. Donc, on essaie de diffuser l'information avec différentes réunions avec les CPTS. Si ça n'a pas encore été le cas dans vos CPTS, c'est avec un grand plaisir qu'on viendra vous présenter l'outil par visio ou en réel au cours d'une réunion avec votre CPTS. Et l'idée, c'est aussi de le développer. Alors, nous, on ne l'utilise pas encore pour les premiers avis. Un médecin généraliste qui nous appelle, un patient qu'on n'a jamais vu. On aimerait utiliser Pixacare, mais ça, on ne l'utilise pas. On passe par le mail pour le moment. Après, c'est plutôt des choses qui concernent l'hospitalisation. La vidéo est arrivée sur l'application. Donc, vous allez pouvoir aussi filmer sous tous les angles la plaie, le pied, le patient et le mettre. On ne l'a jamais encore utilisé, mais ça fonctionne actuellement. Et puis l'idée, ça serait vraiment de se caler sur l'étude télépied et que l'une d'entre nous, Élise ou moi, allions également au domicile, soutenir les soignants, former sur la détertion, former sur la décharge. Mais ce n'est pas encore dans les clous de notre hôpital parce qu'on a déjà beaucoup de choses à faire ici, mais on aimerait un jour que ça vienne. Et puis aussi, on fait de la recherche sur l'application. On a la chance d'avoir Dr Dardari, qui est chef de l'unité du pied diabétique et qui est beaucoup dans la recherche, et donc qui commence à faire des études aussi sur cette application. La grosse problématique aujourd'hui, c'est que là, en juin 2025, l'application, le devis, c'était 1 an. Donc, on n'a plus de financement fin juin. Donc, on bataille actuellement avec le CHSF pour poursuivre le financement de l'application. Ça serait dommage d'arrêter maintenant, vu les bénéfices qu'on en tire. Donc, en conclusion, c'est un très bel outil pour nous. On a vraiment remarqué que c'est un très bel outil pour le suivi de cicatrisation, donc via une solution de télésanté. Il ne faut pas oublier que Pixacare, c'est une start-up qui est jeune et qui entend nos remarques et donc qui améliore de mois en mois l'application. Mais il y a encore du travail pour rendre l'outil parfait. Mais on ne les lâche pas et on leur envoie des commentaires régulièrement. Juste une application sans l'humain derrière, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut toujours qu'il y ait des soignants en ville et nous avec l'expertise du pied diabétique à l'hôpital. Et pour que ça se pérennise, il va falloir vraiment que ce soit valorisé financièrement. Mais ça, on est quand même plutôt optimiste avec l'avancée législative là, de mai 2025. Et donc, on vous donne rendez-vous pour la 3e journée porte ouverte du pied diabétique. On diffusera bien sûr l'information via les CPTS le 13 novembre. Le 14 novembre, c'est la journée mondiale du diabète. Et donc, nous, on fait ça la veille avec des ateliers et une soirée de présentation sur le pied diabétique, mais aussi sur Pixacare. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, mais je crois que c'était très complet. Merci beaucoup pour cette présentation et très, très concrète. Je ne sais pas si je suis la seule à avoir pas toujours regardé les photos. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose donc qu'on clôture ce webinaire. Merci d'avoir passé votre pause déjeuner avec nous et pour votre intérêt sur les 3 sujets. On a l'habitude d'organiser environ un webinaire par trimestre, donc le prochain sera organisé à la rentrée. On vous Le 1er octobre. 1er octobre. Le 1er Voilà. octobre. Donc, rendez-vous le 1er octobre et n'hésitez pas à partager auprès de vos CPTS des sujets qui vous intéresseraient d'être présentés dans ce cadre-là ou vous-même si vous êtes volontaire pour faire une présentation, une démonstration d'un outil numérique, d'un téléservice que vous utilisez. Ça sera avec plaisir. Très bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir, merci.
Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.